vous parlais du mouvement indie tout à l'heure qui existait avant ces 86. Depuis le punk en 76, les gens avaient déjà commencé à créer leur propre label, à enregistrer du matériel qui devenait de moins en moins cher et accessible, et qui arrivait à se faire distribuer à l'échelle nationale sans passer par les gros labels. On peut citer Postcard Records, Factory, et d'autres qui s'étaient déjà fait une solide réputation avant 1986. The Smiths est un des exemples les plus célèbres. Les House Martins qui ont commencé par sortir un morceau sur une compilation en 1985 se sont retrouvés numéro 2 des ventes en décembre 86. C'est pour vous donner les exemples de l'ascension fulgurante que certains pouvaient avoir. Et certains groupes de la cassette C86 comme les Sue Dragons ou les Living Présentes se sont retrouvés quelques années plus tard dans les charts, soit en Angleterre, soit chez les Sue Dragons, un peu partout dans le monde. Donc C86 a donné confiance à toute une génération, pas seulement de musiciens, mais aussi de ceux qui sont dans l'ombre, comme les promoteurs, les designers, les managers. On a senti un certain boost après cette cassette. Donc le son de C86 combinait l'attitude post-punk avec des guitares aériennes, assez légères, des sons cristallins, des mélodies accrocheuses. Le titre qu'on vient d'écouter en est un bon exemple. Certains titres de la cassette n'ont même pas du tout pris une ride. On pourrait confondre certains morceaux sortis maintenant avec des morceaux extraits de cette compilation. C'est assez hallucinant, je l'ai réputé récemment. Mais ça serait faux de penser à cette cassette, comment dire, qu'elle se résume juste à ce style-là. On y trouve aussi de la musique expérimentale et bruitiste, avec des groupes comme Stump ou Fuzzbox, qui sont des groupes assez bruyants. Et l'une des critiques prolongées de ces 86, c'est que le mouvement a donné naissance à une vague de groupes indie définis par des paroles assez superficielles, du style « pourquoi je trouve pas de petites copines », etc. Alors que c'est absolument pas le cas. On trouve des groupes d'extrême gauche, on pense à McCarthy, qui s'affichait comme un groupe extrêmement marxiste à fond avec l'extrême gauche, dont les paroles concernaient l'aliénation de la jeunesse, la tragédie du capitalisme qui percevait autour d'eux, les paroles un peu passées au vitriol. Il y a aussi le groupe Big Flame, par exemple, qui a adopté son nom. C'est un nom qui vient d'un mouvement révolutionnaire socialiste qui est actif à Liverpool dans les années 70. Donc c'est pas juste des oh là là, je suis triste, ça va bien plus loin que ça. Plus encore, le mouvement C86 est en avance un peu sur son temps au niveau du féminisme, qu'il soutenait ouvertement. C'est Amelia Fletcher de Tabula Gauche qui disait que c'était un mouvement qui était assez favorable envers les femmes, parce qu'à l'époque, beaucoup de groupes comptaient des femmes en leur sein, mais le public mâle avait tendance à les considérer comme un objet un peu décoratif, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Alors que là, elles ont pu prendre le devant en jouant de tous les instruments, en faisant tout ce qu'elles voulaient, en parlant dans la presse, et ça a poussé des femmes aussi à devenir promoteurs, à écrire des fanzines, même certaines à créer des labels. Donc à ce niveau-là, ça donnait un petit coup de boost et c'est pas plus mal. Donc C86 c'était aussi plus que de la musique. C'était un mouvement un peu sociopolitique qui reflétait la politique thatcherienne de l'époque, mais qui préfigurait aussi quelque part la place de plus en plus importante que les femmes devraient prendre et prendraient dans la musique indépendante. Donc l'influence de C86, c'est que l'aspect le plus frappant de la cassette dans son influence, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée au groupe qu'elle a contribué à lancer, ni même au groupe des années 80 et 90 qui ont été influencés par elle. Aujourd'hui encore, la scène indie est influencée par ce mouvement, par cette cassette. Il suffit de regarder des groupes comme The Strokes ou Franz Ferdinand. Bon, c'est des exemples qui commencent à dater un petit peu, mais il y en a d'autres. On peut parler d'un groupe dont j'ai pas si moyennement, mais qui s'appelle 1975, qui a pas mal compté là-dessus aussi. C86 c'était plus qu'une compilation, plus qu'un mouvement et plus qu'un genre. C'est le début de la musique autour s'articule l'indie d'aujourd'hui. Et la musique que vous écoutez aujourd'hui. Donc comme toutes les mini-révolutions, les effets mettront un peu de temps à porter leurs fruits, surtout pour le groupe responsable du premier morceau de la compilation, qui s'appelle Primal Scream. Et je vous propose d'écouter ce morceau tout de suite, qui est une phase B. La phase. C'est parti. Spine
un morceau très court, 1 minute 20, qui va nous amener en Écosse pour le début de Scream. L'Écosse, ne pas oublier, est surtout connue pour ça. Les bars de Mars Street. Je le recommande, c'est très bon, et c'est une dentition parfaite. Donc, on va faire un pont hier en 78. Parce qu'en fait, les tout débuts de Primal Scream s'effectuent à cette époque, en banlieue de Glasgow, à East Kilbride, avec un groupe qui s'appelait The Drains, groupe dans lequel on retrouve Alan McGee, qui fondera plus tard le label Creation Records, Bobby Gillespie, donc qui est le centre de Primal Scream, chanteur-compositeur, et Andrew Ince, ou je ne sais pas comment on prononce, pardon, qui sera plus tard le guitariste de Primal Scream. Dans leurs souvenirs, aux 3 membres du groupe, ils n'avaient aucun intérêt. Là où ils habitaient, ils étaient surtout connus pour leurs excès. Ils ne vivaient que pour le rock'n'roll et les excès. Ils avaient 17-18 ans à l'époque. Ils étaient obsédés par ça. Donc ils étaient plus connus pour les conneries qu'ils faisaient que pour leur musique. Donc cette attitude était liée donc à 300% rock'n'roll, mais après leur split en 1980, ils disent qu'il faut peut-être quand même bouger de là, de la banlieue d'Écosse, et Maggie et Ince partent à Londres, où ils vont fonder un autre groupe, The Lossing Apple, qui ne rencontrera aucun succès. Ils réussiront quand même à sortir quelques 45 tours. Pendant ce temps-là, Bobby Gillespie est resté en Écosse, où il devient roadie pour un groupe qui a eu un petit succès qui s'appelle Altered Images, avant de commencer à jouer pour The Wake, un groupe qui a été signé chez Factory, le groupe de New Order, le label pardon, de New Order et de Joy Division, entre autres, où il se fera virer parce qu'il prenait trop de drogue. Il n'en avait rien à faire dans le groupe, et il venait quand il voulait, pour vous situer un peu le tableau. Donc il sera viré en 83. Et aussi, ce qui plaisait pas au monde de The Wake, c'est qu'il venait de fonder son propre groupe, qu'il a appelé Primal Scream, avec Andrew Ince, justement, qui lui était parti à Londres. Donc, le manque du succès de The Lossing Apple, dont j'ai parlé tout de suite, a donné envie à Alan McGee de se lancer dans l'organisation de concerts au Living Room, un pub de... Il s'est découvert un talent pour la promotion, la gestion du business, la gestion financière. Il a fait jouer pas mal de groupes à l'époque. Et quelle était l'étape suivante? C'était fonder un label pour sortir des disques des groupes qui jouaient à ses soirées ou de ses copains. Et c'est comme ça que Primal Scream sortira son premier 45 tours. Donc en août 83, Creation Records était né. Ils connaîtront un premier succès en 1984 avec le Vicious on My Chain, groupe que Bobby Gillespie a découvert et a insisté pour que Alan McGee le signe sur le label. Comme quoi Gillespie était un peu dans tous les milieux et avait le nez partout. Donc Gillespie jouait de la batterie dans le groupe, il était debout, pour faire comme dans le Bretton Band, c'était son image à lui du cool. Il quittera le groupe en plein succès en 1945 pour se consacrer à 100% à Primal Scream et faire évoluer le son de la musique qui, avant qu'il soit connu, faisait de la musique concrète. Ça paraît difficile à croire, mais c'est ce qui se dit un peu partout. Avant de jouer de la musique influencée par les Birds. Le premier 45 tours du groupe sortira en 1985, qui s'appelle All Fall Down, sur Creation Records. Les critiques ont été absolument excellentes, même si les ventes n'ont pas suivi. Donc, incapable de rebondir sur ce succès, le groupe enchaînera les départs des membres, les fausses pistes, les excès, quelle surprise, pendant 1 an, avant de sortir son deuxième single, Crystal Crescent, morceau que le groupe détestait avant même qu'il soit publié. C'est sa face B, Velocity Girl, qui sauve le single, un titre qui mélange une histoire de cœur, d'autodestruction dans les paroles et une attitude punk de façon générale dans sa musique. C'est ce titre qui ouvrira la compilation SA86 qu'on a écouté tout de suite. Et on retrouvera d'ailleurs 2 autres membres de Creation Records sur la cassette SA86, The Bodins et The Pastels. Donc après le mini-succès de la compilation, Creation Records et Primal Scream rejetteront en bloc faire partie du mouvement C86. Ils affichent clairement, même si à l'époque personne ne les connaît et ils n'intéressent personne, que leurs ambitions et leurs influences vont bien au-delà de ça, que de la musique à petit budget. Et Gillespie, à l'époque, affirmait dans la presse qu'il était capable de faire de la musique qui aurait le même succès que Lionel Richie ou Phil Collins. Donc ça faisait rigoler quand même un peu tout le monde à l'époque. Pour
la suite, Primal Scream a essayé d'enregistrer un premier album avec Stephen Street, le producteur de The Smiths, qu'ils ont viré parce qu'ils se tapaient dessus. Et les musiciens du groupe n'étaient pas suffisamment bons, donc ils n'arrivaient pas à avancer. Donc cet album est sorti avec un succès quand même relativement médiocre. Et pour le deuxième album, on les a un peu poussés à enregistrer avec des musiciens professionnels, ce qui a donné des chansons un peu meilleures, mais un album quand même qui est assez aussi innovation. Mais en parallèle de tout ça, il se passait une révolution aux États-Unis. C'est à Chicago, au milieu et à la fin des années 80, enfin entre le milieu et la fin des années 80, qu'est née la music house. Un nouveau son est apparu au bout de quelques années, l'acid house. Le son d'acid house a été créé sur un... Alors je ne sais pas si je peux vous le mettre rapidement. Je vais vous montrer quand même le truc à la base. Excusez-moi, à chaque fois que je ressorte et que je... Voilà, c'est cet appareil-là qui est à la base de tout. Ça paraît bizarre, mais tout est parti de là. Donc ça s'appelle un Roland TB303 pour les geeks. J'ai découvert ça en faisant de la recherche pour cette conférence. Et ça permet de générer des lignes de basse. Donc en trafiquant un peu cet appareil, cet appareil s'est vendu à 20 000 unités seulement. Et on le trouvait pour rien du tout à l'époque, en 1985. C'est pour ça que les musiciens fauchés se sont jetés dessus. Et notamment le jeune Nathan Jones, qui s'appelle DJ Pierre, pour ceux qui connaissent, qui en a trouvé un, et il l'a utilisé d'une façon non conventionnelle pour produire le son grinçant de l'acid house. Donc ça s'appelle acid à cause du son que vous avez entendu tout à l'heure, je vais jouer un morceau. Donc ce nouveau son, le premier morceau d'acid house, c'est un groupe qu'aura fondé DJ Pierre, qui s'appelle Future, pardon, excusez-moi. Et on ne trouve que des sons extraits de cet engin de torture. Et le premier morceau s'appelle Acid Tracks, et je vous propose de l'écouter tout de suite. Je ne vais pas le jouer en entier parce qu'il dure 12 minutes. Sauf si vous avez la drogue sur vous, vous en aurez marre rapidement. On passe d'une pop vraiment à guitare à ça en parallèle. C'est varié comme son. Est-ce qu'on a une question du sens du sifflet, du son de sifflet qu'il y a sur beaucoup de morceaux de Streetwalker? On l'entend sur le premier morceau qui peut pas été repris, je suppose. Parce que Canadica, c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un son super sifflé. Tout le monde avait son sifflet dans les rêves. C'est ça. Et ça avait un sens pour les mecs sur l'extrémie, ça avait un sens particulier. Moi qui n'ai pas eu la chance de connaître ce pour ça. J'ai connu l'époque, mais j'ai fait un blocage. Bon, je vais couper parce que ça dure très longtemps.
Donc, dès 87, la musique house commençait à vraiment cartonner au Royaume-Uni, avec des titres qui commençaient à se passer dans les charts, comme Jack Your Body de Steve Hurley. L'acid house n'avait pas encore un grand impact. On était vraiment au tout début. Jusqu'à ce qu'un groupe de 4 DJ, donc Oakenfold, Danny Rampling, Nicky Holloway et Johnny Walker, se rendent à Ibiza pour aller au célèbre club Amnesia. Ils y ont entendu DJ résident de l'époque qui mixait des disques dans un style un peu baléarique. Il fusionnait dans son mix du funk, de la soul, de la dance et quelques morceaux un peu acides qui venaient de Chicago, des disques qu'il avait ramenés de là-bas. À son retour en Angleterre, Danny Rampling il a senti un truc, il s'est dit ça c'est génial, je veux essayer de populariser ça. Il a organisé un événement pour faire revivre ce qu'il avait entendu à Ibiza. Ça a été le début des soirées Shum, qui sont depuis devenues célèbres. Et ça, c'était la première a lieu le 5 décembre 87. Accrochez-vous bien, dans un centre de fitness. Pour vous dire à quel point c'était du système D à l'époque, avec du matériel de sono qui avait été prêté par Carl Cox. Et il avait senti le truc, il en avait testé en Espagne, il a distribué de l'ecstasy aux gens. Donc les gens se sont éclatés comme des dingues, et tout est parti de là, les gens ont commencé avec le bouche à oreille à entendre parler de ce truc un peu underground. Danny Rampling a lui aussi organisé des événements pour faire... Pardon, ça c'est pas intéressant. Sur le troisième flyer de Shum, voilà, tout est parti de là. Vous voyez ce petit smiley qui a été repris ensuite pour tout le mouvement Acid House qu'on trouvait. Pardon, je vais mettre en plus.